Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Médecin Differently et aujourd'hui on va entamer ensemble un autre cours au module de la physiologie digestive qui est destiné pour les étudiants de la deuxième année médecine par le cours de la déglutition et la motricité œsophagienne. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue, activez les notifications باش يلحقكم كل ما جديد راح نخلي لو لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. Et إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا ان جيم et c'est parti. صلوا على النبي. On commence par la déglutition. C'est quoi la déglutition? C'est le transport de la salive, des solides et des liquides, le bol alimentaire, de la bouche à l'estomac pour faire la digestion gastro-intestinale. D'accord? En toute sécurité pour les voies respiratoires. La déglutition, par le pharynx. Le pharynx, c'est un foyer aérodigestif, donc qui est les voies respiratoires ou les voies digestif, mais avec toute sécurité de transport de ce bol alimentaire par les voies respiratoires, des effets secondaires sur les voies respiratoires ou des fausses routes. Est une activité sensoriomotrice physiologique, bien sûr, qui se produit chaque minute pour gérer la salive qui est indispensable pour la mastication et la digestion au niveau de la cavité buccale, des dizaines de fois pendant un repas pour assurer bien sûr la nutrition et l'hydratation buccale. Donc la déglutition, elle va succéder la mastication et la salivation. Bien sûr, la réussite de ces deux phénomènes, marhoun de la déglutition bien sûr, c'est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui conduisent les aliments de la bouche à l'estomac. Donc ce sont des phénomènes mécaniques qui nécessitent la contraction au niveau œsophagien. Donc pour la physiologie de la déglutition, bien sûr, elle est décrite en 3 temps. On a le premier temps, c'est le temps oral qui se déroule au niveau de la cavité buccale. C'est un temps automatico-volontaire. On a toute la volonté de faire le temps oral, d'accord? Puis on a le temps pharyngé, c'est un comme le temps oral, il est automatique, mais avec des réflexes, d'accord? On fait l'état involontaire. Et on a le troisième temps, c'est le temps œsophagien, réflexe aussi, pas de volontaire dans ce temps. D'accord? La déglutition, on a 3 étapes. En première du temps, on a le bol alimentaire ou la nutrition au niveau de la cavité buccale. Puis, on a, comme vous savez, à l'anatomie, l'œsophage fait 2 sphincters. On a le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. D'accord? Comme abréviation sont le SOS et le SOA. D'accord. Qui يدخل لنا le bol alimentaire من la cavité buccale vers le pharynx, d'accord? قبل ما يدخل le pharynx, bien sûr, le sphincter œsophagien supérieur, il est fermé. Puis, la sortie du bol alimentaire de la cavité buccale dans le pharynx va faire plusieurs phénomènes physiologiques pour maintenir la sécurité, qui donne la sécurité des voies respiratoires. Donc, on a la langue, elle ferme la cavité buccale, bien sûr, pour couper la respiration. On a aussi le palais ferme la cavité nasale pour réduire ou pour stopper le débit aérien nasal, pour des problèmes entre la déglutition et la respiration. Donc on va couper la respiration quelques millisecondes. Aussi, on a pour le sauvage, le sphincter œsophagien supérieur. Dans ce cas, où le bol alimentaire, la cavité buccale, bien sûr, elle va s'ouvrir. Et l'épiglotte, elle va fermer le larynx. On va voir le muscle qui est responsable de cette fermeture, qui est le muscle de l'os hyoïde qui va fermer le larynx pour des fausses routes ou des particules du bol alimentaire vers le larynx. Il faut tenir la trachée ou l'arbre bronchique, donc pour éviter tout ça. Et après, il faut le bol alimentaire
le sphincter œsophagien supérieur. Ce sphincter est fermé. Le contraire. Le sauce هو اللي كان مفتوح et les voies respiratoires كانوا مسكرين. Donc كي يفوت le bol alimentaire من le sauce. Donc راح le sauce elle va fermer et les voies respiratoires ترجع l'activité normale. La cavité nasale, le voie du palais est ouvert. Donc la langue a une dilatation, d'accord, elle va ouvrir la cavité buccale. D'accord, on va parler temps par temps. Donc on commence par le temps oral. Bien sûr, le temps oral, on a des prises des aliments, on a des phénomènes qui sont la mastication et la salivation. Donc on va mastiquer les aliments par les dents et les muscles de la cavité buccale pour traduire un bol alimentaire qui est l'état d'origine, l'état originaire de grandes particules à des petites particules pour faciliter la digestion. On a aussi la perception gustative et olfactive par la cavité nasale et gustative par les papilles gustatives qui sont situées au niveau de la langue. On a une information sensitive sensorielle caractérisée par donner toutes les caractéristiques physiques et chimiques du bol alimentaire. Bien sûr, est-ce que مالح لو حامض قارس toutes sont des caractéristiques physiques et chimiques du bol alimentaire. Et enfin, on va préparer le bol alimentaire et on va décider de faire la propulsion dans le pharynx pour faire la déglutition. D'accord, on va préparer le bol alimentaire. Une diminution de la taille des particules des aliments pour faciliter le transport de ce bol alimentaire vers le pharynx et l'œsophage. Et on va envoyer en même temps un ordre au centre de déglutition bulbaire pour faire toutes les réactions que nous faut faire, de couper l'inspiration et les voies respiratoires et l'ouverture de sphincter œsophagien supérieur. D'accord? Tous ces phénomènes sont faits par le système nerveux, principalement le bulbe. D'accord. Pour les réponses motrices, on a la fermeture des voies aériennes, bien sûr, l'activation pharyngée pour l'initiation de la déglutition, le temps buccal, c'est un acte volontaire purement, la bouche il est fermée, la pointe de la langue en contact avec la partie antérieure du palais pour fermer la cavité buccale et la cavité nasale, un mouvement avant vers l'arrière, la base de la langue, d'accord, et s'élève et fait basculer le bol dans le pharynx. Donc la langue a deux intérêts, la fermeture de la cavité buccale et la propulsion, veut dire le jet du bol alimentaire mais de la cavité buccale vers le pharynx. D'accord. Pour le deuxième temps, c'est le temps pharyngé, c'est le déroulement réflexe de la déglutition. خرجنا من l'état volontaire في l'état involontaire. Donc on a la propulsion, c'est l'initiation de la déglutition. Elle est très courte, arrêt de la ventilation. On a un état de apnée, veut dire pas d'oxygène qui entre les voies respiratoires. On a la fermeture de l'orifice postérieur des fosses nasales qui شفناها في le diapo تاع les schémas, par l'élévation du voie du palais. Et le larynx bascule en haut et en avant. L'épiglotte se rabat en avant, bien sûr, et les cordes vocales se ferment. D'accord. لهنا كما راكم تشوفوا هنايا في la cavité nasale, la voie du palais, elle va fermer la partie postérieure de la cavité nasale pour faire l'état de l'apnée. Et on a le muscle de l'os hyoïde, elle va s'élever en haut et en avant pour fermer le larynx et préserver les voies respiratoires. D'accord.
l'apnée et réflexe, l'inhibition de la respiration en centre pneumotaxique et apneustique du tronc cérébral et la fermeture des sphincters. Donc, c'est quoi les centres pneumotaxiques et apneustiques? Donc, pour le centre pneumotaxique, il est situé au niveau de la région supérieure du pont, du cortex cérébral. Le module de la physiologie ou l'anatomie neurologique dans la cinquième unité. C'est pas la peine de trop les détails. Donc, le centre pneumotaxique est situé dans la région supérieure du pont qui va faire un effet inhibitrice sur la respiration pour moduler et pour réguler la fréquence respiratoire. Et le contraire totalement pour le centre apneustique qui est situé au niveau de la région inférieure du pont qui va prolonger la respiration et stimuler l'activité respiratoire. Donc, il y a un effet contraire et on a la fermeture bien sûr des sphincters œsophagiens. Puis le troisième temps, c'est le temps œsophagien. Le bol alimentaire déclenche un mouvement préstaltique. C'est quoi la préstaltisme? C'est la phénomène majeur de temps œsophagien. C'est la contraction simultanée de la couche musculaire, circulaire et longitudinale. Dans la vidéo, tu as le temps buccal. Le tube digestif, le cours de l'awal, une des généralités sur la physiologie digestive et le temps buccal. La généralité, l'appareil digestif est constitué par 4 couches qui constituent le tissu digestif. D'accord, on a parmi ces couches, on a les couches musculaires, circulaires et longitudinales. Donc, le préstaltisme راح بين هذم les deux couches وراح نشوفوا وقتاش تدخل le couche musculaire circulaire et le couche musculaire longitudinale. Elle va propager sur 4 à 8 cm de la langue très efficace. L'œsophage est fermé par un sphincter, bien sûr, qui est on a deux sphincters, le sphincter œsophagien supérieur et le sphincter œsophagien inférieur. Qui est le sphincter œsophagien inférieur qui est en contact avec le cardia, qui se pose au reflux de liquide acide gastrique dans l'œsophage. Donc, c'est l'état, vraiment, c'est un état pathologique sur le reflux gastro-œsophagien. Il y a un problème la pression au niveau du cardia, donc on a un reflux des produits acides de l'estomac vers l'œsophage. راح تعطينا الحريق اللي نحسوا شغل نحسوا حريق في dans l'œsophage, donc est nommé par le reflux gastro-œsophagien ou l'abréviation scientifique c'est l'RGO. D'accord. Pour les troubles de la déglutition liés à l'âge, donc كل ما زدنا في l'âge كما نشوفوا حنا العجايز عندهم un problème de la déglutition par plusieurs des choses. On a un perte neurale, perte de recommandation, on a aussi modification du goût et de l'appétit. كل ما يكبر الانسان كل ما تولي ماش حاب ياكل. D'accord, et un problème dans les papilles gustatives de la langue, diminution de la sensation de soif. Bien sûr, c'est un phénomène physiologique par la diminution de la stimulation de l'hormone de l'ADH, d'accord, qui est vasopressine. On retrouve là l'unité de la cardio qui va favoriser l'état de soif et le prise de l'eau pour faire l'hydratation du corps. On a aussi le vieillissement des grandes fonctions, d'accord, et des structures et des fonctions associées comme l'OI, comme par exemple la vision. On a plusieurs des problèmes et aussi il y a des problèmes dans le tube digestif. Les conséquences sur le temps oral, on a un temps préparatoire augmenté parce que c'est déjà avec l'âge on a des troubles dentaires, d'accord, كاين الناس اللي طاح لهم الفم تاعهم, donc راح يكون عندنا un temps préparatoire très augmenté. Problème de la qualité du bol parce que ما كانش des dents
responsable pour la mastication de façon correcte. Donc, problème de qualité du bol. احنا نحاولوا ان نخرجوه بقدر الامكان contient plusieurs des petites particules pour faciliter la déglutition et le péristaltisme, mais malheureusement avec un état dentaire mauvaise, donc ça une mauvaise ou un problème de la qualité du bol alimentaire. L'incontinence salivaire aussi, la quantité de salive qui est au niveau de la cavité buccale aussi, elle perturbe parce qu'on a en état de déshydratation qui va te combler, qui a une diminution de la sensation de soif. Donc, l'état de l'hydratation est mauvaise, donc la production de salive est altérée. On a aussi un problème de stase buccale qui est situé au niveau des glandes qui produisent le salive, comme le glande parotidien et le glande sous-maxillaire, et donc qui sont responsables pour pour faciliter la libération de la salive dans la cavité buccale. Fuite, et on a un fuite dans le pharynx. Les âgés, les fausses routes. D'accord, la sécurité de la déglutition, des effets secondaires sur les voies respiratoires est vraiment diminuée chez les personnes âgées. Pour les conséquences sur le temps pharyngé, on a le retard de la déclenchement. C'est un problème neurologique, donc les informations sur le bulbe vers les appareils digestifs, vraiment, elle est très lente. Et la baisse de la péristaltisme au niveau œsophageal, diminution de l'ascension laryngée qui facilite les fausses routes, donc le larynx, donc les voies respiratoires, larynx, la trachée et l'arbre bronchique, sont toujours en contact avec le bol alimentaire qui va favoriser les fausses routes. Et on a bien sûr le trouble de relaxation de le sphincter œsophagien supérieur. Donc après la déglutition, on a le bol alimentaire, la cavité buccale vers le pharynx, donc le sphincter œsophagien supérieur, bien comme il faut. Et plus ou moins des troubles de péristaltisme, bien sûr, œsophagien. Donc, parmi les intérêts et les buts de la déglutition, c'est qu'elle va protéger les voies respiratoires en évitant toute stagnation du corps étranger, les particules alimentaires dans le pharynx, les résidus alimentaires pendant le repas. En dehors du repas, on a un bol alimentaire, on a des autres sécrétions qui sont propulsées de la cavité buccale ou nasale ou le sens contraire dans les voies digestives, l'œsophage et le pharynx, comme les sécrétions nasales, comme le salive, le mucus bronchique en cas pathologique, d'accord, le crachat, et la régurgitation en cas d'un RGO, reflux gastro-œsophagien, les produits acides, et aussi on a les vomissements. On a la déglutition comme résumé, c'est un réflexe préventif de la fausse route. C'est l'activité et la fonction principale de la déglutition. D'accord. Pour les mécanismes de la déglutition, on a deux. On a la protection des voies aériennes et le transport des aliments. Donc, pour la protection, elle se fait par la fermeture antérieure de la cavité buccale, bien sûr, et la fermeture postérieure de la cavité buccale. Donc, mais les deux sortent. Et on a la fermeture du cavum. Pour le cavum, c'est une région qui est située vraiment à la partie supérieure et postérieure de la cavité nasale. Quand je le schéma, le cavum, d'accord. Je dessine avec une autre couleur. هذا هو le cavum. هذا le cavum. Le cavum est situé dans la région supérieure et postérieure de la cavité nasale. D'accord? هذا هو يسموه le cavum. Elle va fermer le cavum pour éviter, pour couper la respiration dans un petit du temps. D'accord? Et on a bien sûr la fermeture laryngée pour faire les mécanismes d'expulsion.
Puis le transport, on a faire par plusieurs étapes. On a l'initiation du temps de transport oral, le contrôle et la propulsion orale, puis on a le bol alimentaire, la cavité buccale vers le larynx, l'initiation du temps laryngé, déclenchement du temps à la laryngé, بعد ما جينا l'ordre من les centres nerveuses et la propulsion pharyngée vers l'œsophage et bien sûr l'ouverture de sphincter œsophagien supérieur. D'accord. Pour le contrôle nerveux de la déglutition, on a les afférences qui sont responsables de prendre l'information de la cavité buccale jusqu'à le centre nerveux pour donner l'ordre final de la déglutition. On a stimulation des nerfs sensibles comme le nerf glossopharyngien. Donc, comme vous savez, l'unité du neurone, on a deux supercrâniens. Il y a quelques nerfs qui sont responsables de la déglutition. On a les nerfs sensibles, que le nerf glossopharyngien, qui est le nerf 9 et le nerf laryngé supérieur et le nerf vague. Donc, on a le diapo. Pour les centres de la déglutition, qui sont situés dans le bulbe rachidien sur le plancher de quatrième ventricule au niveau du noyau solitaire du nerf vague. ننصحكم ما تدخلوش بزاف كاع في هذا لي ديتاي باسكو راح تقراهم الكل في الموديل تاع نورو اي dans cette unité مش راح يتعمقوا لكم في الحوايج راح يسقسوكم des questions directes sur les centres nerveux parce que عم بالهم اللي مازلتو ما قريتوهمش. D'accord. Pour les efférents, ils me donnent l'information le centre nerveux vers les différentes structures digestives. On a le trijumeau, le nerf 5, le nerf facial, le nerf 7. Ces deux nerfs ont une activité sur la face, mais chacune a une activité précise. Pour le nerf 5, il y a le trijumeau, impliqué bien sûr dans la sensibilité de la face et des structures buccales. Donc, elle va donner toute la sensibilité des structures buccales pour faire la mastication et faciliter la propulsion. Pour le nerf facial, elle va innerver les muscles faciaux impliqués dans la déglutition. Donc, elle va entrer dans l'innervation des structures de la déglutition. Pour le nerf glossopharyngé et le spinal, donc le glossopharyngé qui est le 9 et le spinal le 11, donc la même activité qui est le contrôle de l'innervation du muscle de la gorge. Le nerf vague, c'est le maître des nerfs, c'est le responsable vraiment de la salivation, de la déglutition de A jusqu'à Z parce que l'innervation de l'appareil digestif, elle est essentiellement parasympathique. Elle n'est pas sympathique, d'accord? Le système sympathique, elle va entrer dans la régulation seulement, mais principalement la digestion, mais la cavité buccale jusqu'à la cavité anale, d'accord, l'intestin, l'estomac, l'œsophage, donc se fait principalement par le système parasympathique qui est fait par le nerf pneumogastrique ou le nerf vague. Et on a derrière moi, on a le nerf épiglosse ou le nerf grand épiglosse qui est un effet essentiel pour le mouvement de la langue pendant la déglutition, la fermeture, l'ouverture pour conserver la respiration et faciliter le phénomène de la déglutition. Donc, on a aussi des muscles qui sont responsables ou des réserveurs des CNR pour faire l'ordre. On a le muscle de la langue, bien sûr, le muscle du pharynx, le muscle de l'hypopharynx, l'étage inférieur du pharynx, et on a le muscle de l'os hyoïde qui est responsable de la fermeture de larynx. D'accord. Le réflexe de la déglutition peut débuter volontairement, bien sûr, ou peut être déclenché de façon réflexe par stimulation des zones réflexogènes. Il y a les voies du palais pour fermeture de la cavité nasale, des piliers antérieurs et postérieurs, bien sûr, la luette, aussi la paroi postérieure et latérale de laryngopharynx et l'épiglotte pour
toutes ces choses pour conserver l'état respiratoire. On a aussi la cocaïonisation, veut dire une perturbation au niveau du centre de recommandation nerveuse, par exemple par le cocaïne, qui est un produit vraiment toxique sur les voies réflexogènes. Donc la cocaïnisation des zones réflexogènes rend momentanément la déglutition impossible parce que la déglutition sans centre nerveuse, elle est impossible. Donc toujours, on a après la phase volontaire orale, راح يدخلنا le système nerveux. D'accord? Parce que يدخل حتى في le temps oral, mais principalement dans les voies réflexogènes qui sont involontaires, tous nécessitent la gestion de système nerveux. Donc, tout problème qui touche la recommandation et la commandation nerveuse, donc elle va rendre la déglutition comme un phénomène impossible. Donc, le contrôle nerveux, on a le centre de la déglutition qui sont situés principalement dans la bulle. On a des voies afférents et des voies efférents. Les voies afférents se fait par le nerf glossopharyngé et le nerf laryngé supérieur. Donc, elle va stimuler la zone réflexogène, les voies du palais, la luette et l'épiglotte. Puis, on a les nerfs efférents qui ont beaucoup sont stimulés par le nerf trigémon, le nerf facial, le nerf vague, le principal, l'épiglosse et le nerf spinal et des autres nerfs pour faire la propulsion du bol alimentaire de la cavité buccale vers le pharynx, puis l'œsophage qui va intervenir les muscles du pharynx et les muscles de la langue pour conserver bien sûr pour faciliter la déglutition et en même temps le but le plus principal de la déglutition, on a deux buts, c'est le transport du bol alimentaire de la cavité buccale jusqu'à l'estomac et de conserver principalement la respiration. D'accord? Puis on va parler sur la motricité œsophagienne. C'est le transfert des aliments se fait de façon active par des contractions. Donc elle va consommer l'énergie. Donc elle se fait par façon active. Mais directement, mange de façon passive, massage de contraction ou l'utilisation d'ATP. Donc c'est un phénomène actif, ce qui se fait par des contractions qui se propagent de l'amont vers l'aval. L'amont et l'aval sont des deux expressions l'amont اللي هو المنبع اللي هو la source de la phénomène et l'aval اللي هو المصب وين راح تنتهي la phénomène physiologique du tube digestif qui est nommé par le préstaltisme. Donc le segment œsophagien d'amont où la phénomène propulse le bol alimentaire par une contraction de la couche circulaire et une relaxation de la couche opposée, la couche longitudinale. Pour le segment œsophagien d'aval, d'accord, elle est réceptive, elle va comme des récepteurs, d'accord, le bol alimentaire avec une relaxation circulaire et une contraction longitudinale, le contraire vraiment, qui va raccourrir le trajet du bol alimentaire. Pour la motricité œsophagienne, on a une pression très importante qui s'est exercée au niveau de sphincter œsophagien inférieur, qui va faire leur ouverture, facilite le transport de ce bol alimentaire de l'œsophage vers l'estomac pour faire la digestion gastro-intestinale. Donc la pression dans le sphincter œsophagien inférieur, elle est environ de 20 à 25 mm et mercure. Au repos, il y a plusieurs des facteurs qui vont modifier cette pression, soit d'augmenter ou de diminuer. Lors de la relaxation réceptive, les structures d'aval du bol alimentaire, cette pression, elle chute. Il s'agit d'une inhibition par le biais de l'effet de la vasoactive intestinale peptide et le NO, le monoxyde d'azote. Donc, qui le bol alimentaire, l'œsophage vers le sphincter œsophagien inférieur, bien sûr, la pression pour l'ouverture de
l'œsophage, l'ouverture de la partie supérieure de l'estomac. باش يدخلوا l'estomac. Donc هنا إذا كانت la pression طالعة مش هيتفتح السفنكتر اوزوفاجين انفيريور راح البول اليمونتير يكون داخل l'œsophage. Mais la diminution de la pression sur le muscle de sphincter oesophagein inférieur va ouvrir ce sphincter pour faciliter le transport vers l'estomac. D'accord, on va parler sur quelques facteurs qui sont responsables pour la diminution et l'augmentation de la pression au niveau de sphincter oesophagien inférieur. On a parmi ces structures, parmi ces facteurs, on va parler sur quelques facteurs, je vais نشرحهم كل parce qu'ils sont très lents. On commence par la sécrétine et le CCK et le glucagon. Ce sont des hormones qui sont responsables d'agir sur le muscle au niveau de la sphincter oesophagien inférieur. Il va donner une relaxation. Aussi, on a les inhibiteurs calciques. Comme vous savez, le calcium, elle va faire lors de l'entrée dans la cellule, elle va donner une excitation des muscles lisses. Donc, les inhibiteurs calciques sont des médicaments qui sont responsables d'empêcher l'entrée de calcium au niveau des cellules lisses, comme les cellules de sphincter oesophagien inférieur, et va donner leur dilatation. Les dérivés nitrés aussi, ce sont des médicaments qui vont responsables par une relaxation et une vasodilatation des vaisseaux de sphincter oesophagien inférieur. Le vague, bien sûr, du système parasympathique va donner l'effet de diminution de la pression parce que comme on le nerf vague ou le système parasympathique est responsable pour faciliter toutes les choses de la déglutition. D'accord, on a des autres facteurs qui augmentent la pression de sphincter oesophagien inférieur comme la gastrine et l'adrénaline. Donc elle va faire le sens contraire des hormones de la sécrétine, glucagon, le CCK, va augmenter une vasoconstriction et une contraction du muscle de ce sphincter. Et on a aussi la dombérédan et le méthoclopyramide, sont des médicaments antinauséeux, donc qui sont donnés aux patients pour diminuer les signes de vomissement et les signes des nausées. باش نقصونا شغل كي يحس الانسان باش يتقيا. D'accord, pour éviter ou diminuer bien sûr le reflux des produits de l'estomac vers la cavité buccale. Donc elle va exercer une pression vraiment sur le sphincter oesophagien inférieur pour diminuer les nausées. Donc, pour le préstaltisme, on a deux types. On a un préstaltisme primaire et secondaire. Primaire, elle est rythmique, elle est toujours avec la déglutition et l'arrivée du bol alimentaire au niveau de l'œsophage. C'est la cavité buccale vers l'œsophage passant par le pharynx. C'est le préstaltisme primaire ou de quel mètre rythmique parce que c'est ça. Et on a le préstaltisme secondaire lors qu'il y a un bol alimentaire prolongé au niveau des voies digestives. Le préstaltisme primaire et on a l'intervenir du préstaltisme secondaire par la contraction œsophagienne survenant en absence de la déglutition. D'accord? Le préstaltisme secondaire, elle se fait en absence de la déglutition. Donc, elle est déclenchée par l'absence d'évacuation de la totalité du contenu œsophagien lors du bol alimentaire, par exemple, prolongé, et au cours de reflux gastro-œsophagien ou l'RGO. D'accord, sur le passage de l'œsophage par la contraction du muscle œsophagien, quand il est circulaire, en travail et le couche longitudinal au repos et le sens contraire après. Et le passage, on a le sphincter œsophagien inférieur qui facilite par leur ouverture le passage du bol alimentaire vers l'estomac. C'est ça le préstaltisme, d'accord? C'est des contractions et de relâchements, d'accord, au niveau du muscle œsophagien pour faciliter
le transport du bol alimentaire dans différents niveaux, du supérieur vers l'inférieur, vers le soi, le sauce, le sphincter œsophagien supérieur, بعد ما فتنا la bouche, bien sûr vers le soi et l'estomac pour faire la digestion gastro-intestinale. كونوا ما هاك نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. اللي عنده اي سؤال يطرحه في الانستغرام او التليجرام ولا في لي كومنتير. Et merci pour votre attention. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.